Comment faire pour que l'ouest de la Côte d'Ivoire ne soit pas une porte d'entrée du virus Ebola dans notre pays? Les élus et cadres de la région du Cavali ont réfléchi à la question. Ils ont mis en place un mécanisme de prévention contre le virus. Vous le découvrirez dans ce journal. Nous sommes le 30 août et c'est la journée internationale des personnes disparues. C'est une journée pour nous rappeler que nous devons accorder une plus grande attention à la tragédie des personnes disparues et aux difficultés de leurs familles. Et puis, nous nous intéresserons au nouveau système de gestion, d'édition et de sécurisation du permis de conduire et autres titres de transport mis en place par le ministère des Transports. Un nouveau système qui fonctionne très bien, selon le directeur du Centre de gestion intégré. Vous l'entendrez. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Parlons tout d'abord de ce virus mortel, Ebola, qui continue de sévir. Depuis le début de l'année, il a tué plus de 1500 personnes, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, aucun cas n'est encore enregistré et tout est mis en œuvre par le gouvernement et par la société civile pour que aucun cas ne soit enregistré dans le pays. Les élus et cadres de l'Ouest, par exemple, se mobilisent. Ils veulent apporter leur contribution dans la lutte en sensibilisant les populations de la région du Cavali. Le reportage de Michel Digré. À la date du 26 août 2014, 1378 cas de personnes contaminées par le virus Ebola ont été enregistrés au Libéria, dont 694 décès selon l'Organisation mondiale de la santé. La situation inquiète les populations du département de Toulepleu, localité qui fait frontière avec deux régions du Libéria, où l'épidémie sévit. Les cadres et élus de Toulepleu se concertent donc avec les autorités administratives des autres localités de la région du Cavali afin d'établir une stratégie pour empêcher la survenue de l'épidémie en Côte d'Ivoire par l'ouest du pays. Nous sommes dans une zone très fragile. Quand je prends le département de Toulepleu qui est à quelques mètres seulement de la frontière du Libéria, et avec qui nous vivons au quotidien, donc une frontière totalement poreuse. Et c'est vraiment une très grande proximité. Le Libéria aujourd'hui est un pays frère très touché par la maladie. Et la région du Cavali elle-même, qui est reliée à Toulepleu, donc est également en danger par rapport à Ebola. Et si Ebola passe par l'ouest, je veux dire par le Cavali, eh bien c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui est touchée par cette maladie. Nous ne voulons pas que Ebola entre en Côte d'Ivoire et nous ne voulons pas qu'Ebola passe par le Cavali et par Toulepleu. Pour le maire de Toulepleu, la synergie d'action entre les autorités du Cavali et surtout une intervention vigoureuse de l'État face à certaines préoccupations de la région permettront une prévention plus efficace. Pour le moment, il faut observer le minimum vraiment de vigilance, il faut vraiment observer le minimum de précautions pour qu'il n'y ait pas de mouvement de va-et-vient, que les forces de l'ordre soient vraiment renforcées à la frontière, que le corps médical aussi soit renforcé à la frontière, mais surtout que le plateau technique vraiment soit présent dans les différentes localités qui font donc frontière avec le Libéria. Sensibiliser, informer et éveiller les consciences sans créer la psychose chez les populations, c'est l'engagement pris par les élus et cadres de la région du Cavali. Le Sénégal, lui, vient d'enregistrer son premier cas hier, devenant ainsi le 5e pays à être touché par le virus Ebola. Il s'agit d'un jeune étudiant revenu de la Guinée. Il serait entré au Sénégal bien avant la fermeture de la frontière avec la Guinée. Il a été placé en quarantaine. C'est ici, au centre hospitalier national de Fann à Dakar, que le premier cas d'Ebola détecté au Sénégal est pris en charge. Un jeune Guinéen âgé de 21 ans est présentement mis en quarantaine dans une clinique à l'intérieur de cette structure sanitaire. Les tests effectués à l'Institut Pasteur de Dakar se sont révélés positifs, mais son état de santé est satisfaisant selon le gouvernement sénégalais. Il s'agit d'un jeune Guinéen, étudiant dans une université à Conakry, qui s'est présenté en consultation le mardi 26 août à l'hôpital précité, dans un tableau infectieux, sans hémorragie, mais dissimulant l'information selon laquelle il a eu des contacts en Guinée avec des proches victimes de la maladie.
Malgré les assurances du gouvernement, l'annonce du premier cas d'Ebola au Sénégal a suscité l'inquiétude et la colère au sein de la population. Quelques heures après la conférence de presse du ministre de la Santé, des dizaines de personnes ont protesté devant l'hôpital de Fann. Comment pouvez-vous imaginer qu'un étudiant, quelqu'un de conscient, traverse une frontière officiellement fermée tout en sachant qu'il est malade pour venir nous contaminer au Sénégal? C'est méchant. Et puisqu'il a agi ainsi, nous demandons à nos autorités de le remettre dans l'avion pour le ramener chez lui en Guinée. C'est ce que nous demandons. Le Sénégal a mis en place un dispositif de surveillance et de riposte dans les différents centres de santé et aéroports depuis l'apparition de la maladie en Guinée. Dakar est allé plus loin en décidant de fermer ses frontières avec son voisin du Sud le 21 août dernier. Les populations en Côte d'Ivoire sont invitées à respecter les mesures prises par les autorités pour empêcher le virus de passer la frontière. Il s'agit notamment d'éviter de consommer la viande de brousse, d'éviter de se serrer les mains, de se faire des accolades et de toujours se laver les mains à l'eau et au savon. Ce samedi 30 août, l'attention est portée sur les personnes disparues. Cette journée, instituée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, depuis 10 ans, vise à interpeller l'humanité sur la situation des personnes disparues, enlevées ou des personnes qui ont peut-être perdu la vie dans des circonstances difficiles. À la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, nos reporters nous rapportent que 14 enfants ivoiriens sont à la recherche de leurs parents disparus. F. Boué, Christelle Honda et Franck Quadio. Ces 14 enfants ivoiriens sont à la recherche de leurs parents. Ce sont les derniers d'un groupe de plus de 800 enfants séparés de leur famille depuis la crise post-électorale de 2011. Des recherches coordonnées par le Comité international de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge Côte d'Ivoire ont permis de réunir parents et enfants. La famille a toujours le droit de venir vers le CICR pour informer le CICR de cette disparition, même depuis le premier jour. Et puis, pour demander le soutien de CICR à localiser cette personne. Pour commencer, on peut aller de porte à porte dans le village d'origine pour montrer la photo, voir s'il y a quelqu'un qui reconnaît cet enfant. On peut faire recours à des campagnes d'affichage de posters. Je montre par exemple ce poster ici. Ces posters ont été affichés dans des lieux publics. Ensuite, on a fait des recherches à travers une campagne d'annonce à la radio. Il y a encore une troisième campagne qui a été lancée au mois de juin. Il s'agit d'un site internet sur lequel le public peut aller voir les photos des enfants qui sont encore à la recherche de leurs parents. À la faveur de la commémoration de la Journée internationale des personnes disparues, une image interactive est postée sur le site internet du CICR. Cette image fait le point de toutes les actions menées dans les 73 pays où des cas de disparition ont été signalés. Un châle géant cousu par les familles de disparus recouvre en guise de symbole de solidarité le siège de Genève. Quand dit-on qu'une personne a disparu? À quel moment peut-on enclencher la procédure de déclaration de décès? Les proches d'une personne portée disparue sont-ils en droit de lancer cette procédure? Bref, qu'est-ce qu'une personne disparue? Élément de réponse dans ce reportage de Konesiaka, commenté pour vous par Victorine Yaoyobwe. La notion de personne disparue prête à confusion. De nombreuses personnes absentes sont considérées à tort comme des personnes disparues. Pourtant, la distinction est nette. Le commun des mortels confond la situation d'absence et la situation de disparition. L'absence est l'état d'une personne qui a cessé de paraître à son domicile et dont on n'a pas de nouvelles pendant au moins 4 ans. Cette situation est différente de la disparition. La disparition, la dernière fois qu'on voyait la personne, sa vie était en péril. Or, dans le cas de l'absence, elle a cessé de paraître pendant au moins 4 ans. Et contrairement à la disparition, où il faut obtenir un jugement déclaratif de décès, dans le cas de l'absence, on attend 4 ans avant de commencer à faire déclarer l'absence. À travers le monde, des centaines de personnes sont déclarées disparues. En Côte d'Ivoire, en absence de statistiques fiables, difficile d'apprécier l'ampleur du phénomène. Au département recherche du Comité international de la Croix-Rouge, des actions sont menées depuis la fin de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Pour la recherche de toute personne séparée de la famille ou bien disparue, mais bien sûr en lien avec un conflit armé ou bien une situation de violence.
Donc la famille approche le bureau le plus proche du CICR pour ouvrir ce qu'on appelle une demande de recherche ou bien une allégation d'arrestation. Ça dépend du cas. Si la famille a déjà une information comme quoi la personne a été arrêtée, donc on prend une allégation d'arrestation de la famille. Une demande administrative et juridique reste à la portée des ayants droit de ces personnes qui ont cessé de paraître dans leur environnement habituel. Les parents ne doivent pas rester les bras croisés. Il faut qu'ils saisissent les tribunaux pour faire déclarer judiciairement le décès des personnes compte tenu des circonstances. S'il se savait que ces personnes, alors la dernière fois qu'elles ont été aperçues, leur vie était en péril. La journée mondiale consacrée aux personnes disparues ce 30 août est un message fort aux gouvernants du monde entier afin que cessent les répressions de tout genre. C'est aussi l'expression de la compassion à l'endroit des parents et proches de ces personnes disparues. Demain, on célèbre une autre journée, la journée africaine de la médecine traditionnelle. Le thème de cette 12e édition est collaboration entre les praticiens de la médecine traditionnelle et les praticiens de la médecine conventionnelle. Raymond Goudou-Kofi, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, invite les praticiens de la médecine traditionnelle à prendre une part active à la certification scientifique de leurs médicaments. Awa Cissé, Victorine Yaouyouboui. La médecine traditionnelle, autrefois banalisée, est devenue aujourd'hui une priorité pour les États et l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Une journée internationale est consacrée à cette médecine depuis 12 ans. Pour cette 12e célébration, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida situe l'importance de la médecine traditionnelle. Le développement de la médecine traditionnelle demeure un objectif à atteindre pour tous les pays membres de l'espace CEDEAO et de plus en plus au niveau mondial. Elle représente donc un complément aux prestations de soins de santé de la médecine conventionnelle. Le gouvernement va soumettre bientôt au Parlement un projet de loi portant organisation et exercice de la médecine et de la pharmacopée traditionnelle en Côte d'Ivoire. L'objectif du gouvernement à travers cette loi est de mettre à contribution toutes les nombreuses expertises exerçant dans le domaine de la pharmacopée pour faire avancer la recherche et permettre ainsi aux populations de tirer le meilleur profit de cette médecine. La définition du cadre juridique et réglementaire de la médecine traditionnelle constituera un autre geste fort du gouvernement après la création en 2001 du programme national pour la promotion de cette médecine. À ce jour, plus de 80% des populations ivoiriennes ont recours aux médicaments traditionnels. Comment fonctionne le nouveau système de gestion et de sécurisation du permis de conduire et autres titres de transport? Il fonctionne bien selon le directeur général du Centre de gestion intégrée. Ibrahima Koné l'a indiqué hier devant la presse. Je rappelle que le Centre de gestion intégrée a été mis en place depuis 2 mois. Il reçoit près de 1200 demandes de titres de transport par jour. Francis Boifo pour le reportage. Il y a plus de 2 mois, la rumeur avait annoncé l'incapacité du CGI, Centre principal de gestion intégrée du ministère des Transports de Treichville, à satisfaire les demandes des usagers. Le CGI devrait recevoir pour les permis de conduire entre 400 et 600 demandes par jour. Ces demandes concernent l'édition et le renouvellement du permis de conduire. Aujourd'hui, nous recevons en moyenne entre 1000 à 1200 demandes par jour. Permis édité, nous avons dépassé le cap des 7500. Carte grise, nous avons dépassé le cap des 4000 cartes grises. Les auto-écoles, en termes de préenregistrement, aujourd'hui, ont dépassé les 10 000 candidats. Ce qui montre que les auto-écoles se sont appropriés le nouveau système de gestion du permis de conduire, ajoute Ibrahima Koné. Il est revenu sur les avantages liés à la réforme du transport terrestre et surtout à la création du centre de gestion intégré. Aujourd'hui, le système permet une gestion en temps réel au niveau national de l'ensemble des types de transport. Aujourd'hui, la tarification a baissé. L'autre promesse de M. le ministre des Transports, c'est que très rapidement, l'infrastructure administrative avec les centres de gestion intégrés à déployer à l'intérieur du pays va se faire. Pour désengorger le centre principal de gestion intégrée de Treichville, plusieurs centres sont ouverts à l'intérieur du pays et d'autres en construction.
Aux usagers, le directeur général du centre de gestion intégrée demande la patience. Reportage signé Francis Boifo avec Ali Dirasouba évoquant à présent cette réunion de la Direction générale des douanes et les Ivoiriens résidant en France. Une rencontre qui avait pour objet de clarifier les procédures et tarifs douaniers en vigueur. Le directeur général des douanes ivoiriennes était l'invité de la jeunesse du RDR en France. Une rencontre à laquelle les représentants d'associations ivoiriennes et opérateurs économiques ont été associés. La rencontre d'échange s'est déroulée aux 3 boulevards Gallieni à Gennevilliers, une banlieue proche de Paris, avec en toile de fond les questions des procédures et tarifs douaniers en relation avec les exigences et attentes de l'émergence. Cissé Saindou, président du RJR France, a salué la sollicitude du patron de l'administration douanière ivoirienne, dont l'intervention aiderait à comprendre les procédures douanières en vigueur en Côte d'Ivoire dans les ports comme les aéroports. Le colonel-major Issa Koulibaly, directeur général des douanes de Côte d'Ivoire, a rassuré ses interlocuteurs sur sa disponibilité et celle de ses services à se mettre à leur service avant d'indiquer que la loi est pareille pour tout le monde, qu'on soit ivoirien vivant sur les territoires ou à l'étranger. L'Ivoirien qui veut retourner en Côte d'Ivoire après un long séjour à l'étranger bénéficie d'une exonération des droits et taxes inscrits aux tarifs extérieurs communs pour ses effets personnels à l'exclusion des véhicules automobiles. Il doit produire un certificat de déménagement délivré par la mairie de la commune où il réside, attestant qu'il retourne définitivement dans son pays. Le colonel-major Issa Koulibaly a également suggéré à ses interlocuteurs du jour de déclarer en amont leurs marchandises auprès des douanes afin de gagner du temps lors des opérations de dédouanement à l'arrivée. Parlons défense à présent et plus précisément de la coopération militaire franco-ivoirienne et de ces échanges d'expériences entre marins français justement et ivoiriens. Abou Sanogo pour plus de détails. Il s'agit d'une manœuvre militaire maritime franco-ivoirienne qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la piraterie et le grand banditisme en mer. En effet, un hélicoptère, un patrouilleur, un porte-avions et 2 embarcations commando étaient engagés dans cette activité tactique au cours de laquelle le patrouilleur L'Émergence, le 2e bateau de guerre de la marine ivoirienne, a rodé ses dispositifs opérationnels dans des formations tactiques. Les hommes de l'amiral Djakari Diakonaté ont réalisé les capacités de leur nouveau bateau à s'affranchir des difficultés de transmission instantanée entre navires, aéronefs et stations terrestres, les systèmes de navigation par GPS en tout temps et l'optimisation des actions de l'artillerie à bord. Depuis l'appareillage au quai de la base annexe de la Marine nationale jusqu'en haute mer, en passant par le canal de Vuidi, l'équipage L'Émergence, déjà amariné, a fait montre d'une réelle performance aux côtés du Ventose, le bâtiment de guerre de la marine française. Ainsi, durant 6 jours, l'équipage Ventose entreprendra avec ses hôtes ivoiriens des activités opérationnelles et des séances d'instruction. Gbena, Mongbara, Kenegbe, Sena sont les dernières étapes de la tournée d'Amadou Soumaoro dans la région du Ouorodougou. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains se dit satisfait et convaincu que la 2e mandature du président Alassane Ouattara est un acquis. Sidonie Davila est notre envoyé spécial sur place. Sans reportage. Le séjour dans le Ouorodougou n'a pas été de tout repos pour le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains. De jour comme de nuit, Amadou Soumaoro a bravé souvent les intempéries afin de faire comprendre aux populations l'importance pour elles de donner un second mandat au président de la République en 2015. Le Ouorodougou, je parle en son nom, le président Ouattara n'a pas de soucis à se faire. Dans cette région, nous n'avons pas de routes, nous n'avons pas d'électricité dans les villages, nous n'avons pas d'eau dans les villages. Il n'y a pas des infrastructures de base au plan social et au plan économique. Elles ont exprimé ce besoin-là. Mais nous avons confiance au président. Nous pensons que le 2e mandat du président sera mis à profit pour, disons, régler ces problèmes-là
Les élus et cadres de cette région veulent se faire désormais les relais de ce leader de proximité. Nous allons perpétuer, rester en contact avec la population pour servir de relais, n'est-ce pas, pour les futures échéances dans le cadre de notre parti. Je pense qu'une chose est de porter l'information, une autre est de faire en sorte à ce que vraiment cette information soit régulièrement ou du moins les parents soient régulièrement entretenus par rapport à l'importance de cette information. Parce que là, c'est fondamental, la politique a horreur du vide. Vu l'engagement, l'adhésion et surtout vu cette participation exceptionnelle des populations du Ouorodougou à l'appel du secrétaire général, Amadou Soumaoro rentre rassuré et satisfait de sa mission. Reste à relever pour lui le défi de la majorité écrasante au premier tour. Albert Mabry-Twaqueus, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, lui aussi, a effectué une tournée de 2 semaines à l'intérieur du pays. Il a pu inaugurer des infrastructures de base réalisées dans le cadre de la politique de développement du chef de l'État. Albert Mabry-Twaqueus a également parrainé des cérémonies éclatées d'hommage au président de la République. Notre reporter Serge Collet a pris part à cette tournée. Son témoignage. La cérémonie d'ouverture du tournoi Dominique Ouattara au stade du quartier Libreville à Mans a réuni une vingtaine d'équipes, des enfants âgés de moins de 17 ans à travers lesquels la première dame entend renforcer la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. 17 villes ont été choisies pour abriter ce tournoi de football. À Mans et à Biancouman, la jeunesse s'en suit réjouie d'en faire partie. Le ministre d'État, le docteur Albert Twaqueus Mabry, parrain du tournoi Dominique Ouattara à Mans, a exhorté les compétiteurs à honorer la première dame. Il a rassuré la jeunesse de Mans quant aux actions que le président entend réaliser pour les jeunes. Albert Twaqueus Mabry note avec satisfaction l'engouement autour de la Coupe Dominique Ouattara, moment de brassage, d'unité entre les enfants de la Côte d'Ivoire. Au cours de sa tournée, le ministre d'État a sillonné plusieurs localités où des journées d'excellence ont été organisées pour célébrer les enseignants et les meilleurs élèves. Aux côtés du conseil régional du Tonkoui, il a inauguré des écoles primaires, lancé des travaux de construction d'infrastructures de base avec en perspective des programmes d'électrification et d'adduction en eau potable à la grande satisfaction des populations et cadres. Bilan positif pour le ministre Mabry, parfaitement en phase avec les populations au cours de cette tournée dans le Tonkoui. Partout où il est passé, les cadres, les filles et fils de la région lui ont exprimé leur attachement. Ils se sont dit à l'écoute de tous ces messages en vue de la réélection du président de la République, Alassane Ouattara. Retour à Abidjan et on retrouve Francis Boifo. Notre reporter nous parle du fonds FAIP mis en place pour encourager les jeunes musulmans à l'entrepreneuriat. 15 jeunes vont donc pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Ils ont reçu de l'argent pour financer leurs projets. Cela grâce au Club des Amis de l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire. Une quinzaine de jeunes musulmans reçoit des responsables du Fonds d'aide aux initiatives privées, FAIP, du Club des Amis de l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, AJMC, des chèques d'une valeur totale d'1 400 000 francs CFA. Avec ce prêt, je pourrai enfin réaliser mon projet, qui est la conception et la vente de vêtements islamiques. Et je compte vraiment dans un futur bien proche, environ 6 à 7 mois, pouvoir créer mon magasin. Cela va me permettre de mener mon activité de vente de friperies, de chaussures et de vêtements. Voilà, pour que nous puissions un temps soit peu sortir des difficultés. Face à la forte demande des promoteurs du fonds FAIP, les dirigeants sollicitent de l'aide. Nous sommes en train de développer et d'augmenter ces fonds que nous mettons à la disposition de la jeunesse musulmane. Nous avons décidé aujourd'hui de le rendre public pour que les bonnes volontés voient ce que nous sommes en train de réaliser et puissent nous accompagner de telle sorte que nous puissions porter ce fonds à des montants qui soient des plus acceptables et raisonnables en vue de contribuer aussi à la résorption du chômage dans notre pays. Peut bénéficier du fonds d'aide aux initiatives privées du Club des Amis de l'AJMC, tout jeune musulman, membre de l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, avoir un projet rentable et viable et présenter un plan de remboursement. Contrairement aux autres prêts,
Ceux octroyés par le fonds FAIP sont remboursés sans intérêt. Le Conseil du coton et de l'anacarde veut pérenniser la culture de l'anacarde et améliorer sa productivité. La structure vient donc de former les producteurs de la région de Gbeke. Reportage signé RTI Boaké. La production de l'anacarde a augmenté ces dernières années. Elle est passée de 340 000 tonnes en 2009 à plus de 500 000 tonnes en 2013. Ce succès fait de la Côte d'Ivoire le deuxième producteur mondial de la noix de cajou après l'Inde. Pour rendre la filière anacarde compétitive et plus attractive, le gouvernement a adopté une réforme en 2013. Cette réforme vise à donner un encadrement de proximité à l'ensemble des producteurs. Objectif, garantir la durabilité de la culture, l'amélioration de la productivité et les revenus meilleurs aux producteurs. Avant la situation, on avait planté comme des pieds de maïs. Aujourd'hui, on nous dit d'éclairer. À la suite des formations aussi, j'ai commencé à dire ça à nos parents et ils ont commencé à faire ce travail. Le conseil Coton Anacarde, en collaboration avec le FIRCA, vient de lancer officiellement le conseil agricole dédié aux producteurs d'anacarde dans les zones de production. Le conseil agricole a pour mission d'assurer l'information, la sensibilisation et la formation des producteurs aux bonnes pratiques agricoles, au respect de l'itinéraire technique et à la réalisation des opérations post-récolte. On a de mettre à la disposition de cette filière des agents dédiés qui ne feront que la cajuculture, qui n'apporteront que leur expertise pour que nos parents producteurs de l'anacarde deviennent des professionnels. L'Agence nationale de développement rural, ANADER, va se charger de l'exécution du projet qui va durer 4 ans. Au cours de cette cérémonie, les producteurs ont posé plusieurs préoccupations. Le prolongement de la campagne, la transformation sur place de la noix de cajou et l'introduction de nouvelles variétés plus productives. Un mot de culture dans ce journal. Elles sont nombreuses, les communautés étrangères et bien sûr nationales qui vivent dans le village d'Ida de Taboué. Taboué, je précise, est situé sur l'axe Abidjan-Grand Laou dans la région du Lodjibois. Ces populations ont décidé de célébrer la cohésion sociale qui règne dans ce village par le biais d'un festival culturel. Un festival pour promouvoir les traditions et valeurs culturelles par des chants et danses. Aboku Tabouli ou encore Levons-nous Taboué. C'est le slogan lancé par les filles et fils de ce village situé à 3 km de Grand Laou. C'était à la faveur d'un festival pour valoriser les cultures des habitants du village. Une population de 2500 âmes, composée de plusieurs ethnies du pays, mais aussi des ressortissants de la CEDEAO. De la danse Goli aux danses traditionnelles du Faso, en passant par la production du riz bété et l'extraction du bangui. Les cultures de ces différents peuples ont été montrées avec en toile de fond le renforcement de la cohésion sociale. Nous sommes des populations unifiées parce que c'était cela et parce que c'est cela et parce que ce sera toujours cela. Pour l'initiateur de ce festival, le chef du village de Taboué, Doutou Tsigli 1, ce coup d'essai mérite d'être perpétué. C'est juste le peu que je peux apporter. Maintenant, je laisse à mes grands frères de prendre ça en main. Parce qu'il fallait prendre le risque. On a pris le risque. Je leur dédie. Le thème de cette première édition est paix, cohésion sociale et cadre de vie amélioré pour développer Taboué. C'était un reportage signé Mamadou Kouassi. Hors de chez nous, maintenant, les dirigeants européens se sont réunis à Bruxelles pour des sanctions contre la Russie. Ils ont par ailleurs désigné la ministre des Affaires étrangères italienne, Federica Mogherini, pour succéder à Catherine Ashton à la tête de la diplomatie européenne. Reportage. Petro Poroshenko, le président ukrainien, arrive à Bruxelles, quelques heures avant la grande réunion de tous les dirigeants européens. Encore et toujours, l'Europe cherche à faire pression sur Moscou. L'idée, c'est d'imposer de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. La situation est très sérieuse, je dirais même dramatique. Nous allons tout droit vers un point de non-retour. Si dans ce conflit l'escalade continue, ce point de non-retour sera atteint. Je crois qu'il n'est pas encore trop tard pour trouver une solution politique. Et c'est urgent. Dans l'est de l'Ukraine, la situation empire. La gare de Donetsk a été détruite par des frappes aériennes.
Les séparatistes pro-russes ne lâchent pas la ville et ils poursuivent même leur offensive vers le sud. Les rebelles ne seraient plus qu'à quelques kilomètres de Mariupol. Dans ce port stratégique, des habitants creusent des tranchées et montent des barrages pour contrer l'arrivée des pro-russes. La France, elle, dénonce l'implication de la Russie dans les combats. Je veux dire, ayant été informé des derniers développements, qu'il faut que cessent les bruits de bottes russes dans l'Est ukrainien. À Moscou, on dément toujours toute présence en Ukraine et Vladimir Poutine ne semble pas vraiment enclin au dialogue. La Russie est loin d'être impliquée dans un conflit à grande échelle. Nous n'en voulons pas, nous ne le ferons pas. Naturellement, nous nous tenons prêts à répliquer à toute agression contre la Russie. Nos partenaires, quelle que soit leur situation ou leur ligne politique, doivent comprendre qu'il vaut mieux ne pas jouer avec nous. Et pour que ce soit bien clair, à la fin de son discours, Vladimir Poutine a rappelé que la Russie détenait l'arme nucléaire. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci surtout de votre fidélité à notre antenne. On se retrouve demain, 23h sur RTI1.